718 here at WOTW. We got a sound we'd like to play that seems to be bouncing around the valley tonight. Yes, I have a story that might be helpful. I can tell you what's going on. The sound we heard out in the desert, it was coming from thousands of feet higher than anything could fly. They've come here before. They've liked this place. They always have. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce troisième épisode de la seconde saison de Synesthésie qui sera consacré aujourd'hui au film Vast of the Night, premier film d'un jeune réalisateur Andrew Patterson. Alors c'est The Vast of Night. The Vast of Night, pardon. Et donc petit film, je vais résumer rapidement le synopsis. Ça se passe donc à la fin des années 50 dans une petite ville du Nouveau-Mexique. Et une jeune standardiste et un jeune animateur de radio vont vont découvrir en fait un peu par hasard un signal, une fréquence audio un peu chelou qui va les intriguer et qui va les mener à passer une nuit d'enquête un peu étrange et les amener à rencontrer des personnages comment dire, haut en couleur. Voilà, enfin à rencontrer ou pas, parce que beaucoup de choses se passent par la voix et par l'audio. Comment dire ? Alors, je vais commencer. Vas-y, début, une fois n'est pas coutume. Et du coup, quand j'ai entendu parler de ce film-là, enfin quand on a proposé de regarder ce film-là, j'ai fait ma petite recherche et le premier truc que je suis tombé, c'était un article de Télérama vendant ce film comme un film culte et comme le meilleur film de l'année 2020, enfin de loin. Bon, certes, l'année 2020 sera peut-être pas l'année la plus productive en termes de films, mais bon, bah, ça posait déjà quelque chose. Et en fait, c'est peut-être une erreur de faire des recherches avant parce que ça pose des attentes qui sont pas toujours, comment on dit, à la hauteur de ce que tu peux faire, ou qui te font espérer des choses. C'est ça. Pour dire, déjà, en tout cas en termes de réalisation, je trouvais que c'était un beau film, c'est bien foutu. Comme je disais précédemment, c'est son premier film à Patterson et c'est bien fait, quoi. C'est du bon taf et en tout cas moi je me suis laissé happer, en tout cas j'étais dedans. Ça. Le démarrage du film est assez intéressant, je trouvais, parce qu'on passe tout au long du film on rentre en fait dans le début du film dans un téléviseur des années 50 et en fait on est à mi-chemin entre une série de science-fiction des années 50 et donc en noir et blanc. Oui, parce qu'il y a un surtitre d'ailleurs qui s'appelle The Paradox Theater. Oui, c'est ça, oui, c'était une émission. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, la quatrième dimension. Donc on sait pas vraiment si on est dans une émission ou si c'est la réalité, et je trouvais que c'était relativement bien fait. Donc ouais, le démarrage du film est assez chouette. Enfin, en tout cas, cette entrée dans le film est assez chouette. Seulement après, du coup, quand on commence à présenter les personnages et quand ils se rencontrent les deux, parce qu'il y a que deux personnages vraiment principaux qu'on va retrouver tout au long du film, donc quand ces deux personnages se rencontrent, du coup j'ai oublié leur prénom, mais oui, moi aussi, Faye qui est la jeune standardiste et Everett. Voilà. Oui, et pas Emmett, parce que Emmett c'est l'électricien. Donc ouais, quand ils se rencontrent, je trouvais que du coup elle a un enregistreur audio qu'elle veut tester, et je trouve que c'est un passage peut-être un peu long. Et tout ça pour dire que si j'ai trouvé la réalisation super chouette, j'ai trouvé que peut-être l'écriture par moment avec quelques faiblesses, avec notamment ce premier passage qui est un peu long, et à plusieurs reprises j'ai trouvé des dialogues peut-être un petit peu longs. Ça se joue à pas grand chose, honnêtement. Je vais pas dire que je me suis endormi non plus, c'est pas ça, mais que c'est peut-être au niveau du rythme que ça manquait peut-être un peu de pêche, quoi, et que par moment c'était un poil long. Et ce qu'on s'est dit, ce qu'on se disait avec Romain un peu avant aussi, c'est que peut-être aussi c'est le fait que ce soit un tout petit budget, faut faire durer le film 1h30, et que peut-être qu'il y a des moments où c'est peut-être un poil long. Donc j'ai trouvé que
l'écriture était peut-être un peu en dessous du niveau de réalisation, si on peut mettre les deux en parallèle. Je sais pas si ça se fait trop, mais en tout cas je le fais. Par contre, par ailleurs, la musique, j'ai trouvé que la musique était vraiment très, très cool, très chouette, avec beaucoup de passages avec des violons un peu stridents. Si l'écriture est peut-être un poil faible pour moi, mais en tout cas la réalisation et la musique, l'atmosphère en tout cas m'ont bien fait rentrer dedans, et j'ai en tout cas passé un bon moment. Enfin voilà, voilà, le jeu des acteurs est assez chouette, et donc voilà, bon, pour revenir à Télérama, j'ai passé un bon moment, c'est un bon film. Que j'aurais aimé voir au cinéma d'ailleurs, parce que du coup il est disponible on l'a regardé sur Amazon Prime, et c'est vrai que j'aurais peut-être bien aimé, c'est le genre de film que j'ai envie de voir, avec l'odeur du popcorn et le bruit du voisin qui ouvre son paquet de chips. Je sais pas, j'ai vraiment pensé à la fin du film, je fais j'aurais bien aimé le voir et puis le voir sur grand écran, et peut-être que le fait que en fait, comme beaucoup se passe avec l'audio, comme ça se passe beaucoup par la radio, par les standards, je trouve que c'est cool avec la télé, hein, mais c'est pas pareil qu'au cinéma quand même. Et c'est peut-être quelque chose qui m'a manqué. C'est vrai que si on avait pu le voir au cinéma, ça aurait peut-être apporté une autre dimension au film. Et donc tout ça pour dire qu'il s'en sort très bien pour un premier film, c'est très chouette. De là à le ranger dans les films cultes de science-fiction, peut-être pas non plus. Et d'en faire déjà un des meilleurs films de 2020, attendons, on est encore qu'à la moitié de l'année, même s'il y aura peut-être de sorties, il y aura pas beaucoup de sorties, mais quand même, voilà. Qui veut enchaîner? Je t'en prie. Allez, Julien. Et ouais, en fait, dans le choix du film, en fait, la petite tambouille interne, c'est que là on se retrouve en vendredi après-midi et tout, et il y a quelques options qui se présentent à nous, parce qu'il y a des choses qui sortent un peu là quand même ces derniers temps. Et moi aussi, j'ai vu passer des tweets en fait sur ce film-là, de gens qui disaient que c'était un petit film cool et tout, un petit film indépendant qui était dispo sur Prime, puis qui durait pas trop longtemps, donc nous ça nous a arrangé d'un point de vue de nos emplois du temps. Et donc c'est vrai qu'on a vu après, moi j'ai regardé après du coup, un peu en tapant le nom du film sur internet, et qu'on tombe assez vite sur, il n'y a pas que Télérama, il y a Première, il y a Écran Large, enfin plusieurs trucs qui disent la petite pépite du machin, donc c'est pas tout à fait faux, c'est peut-être un peu c'est peut-être partie de ces petits trucs que les gens reprennent parce qu'ils ont l'impression d'avoir découvert un truc, tu vois, et qui montent un peu peut-être plus que ça devrait, mais ouais, moi ça reste j'ai passé un bon moment, quoi. J'ai trouvé ça cool. Effectivement, le mec, je pense qu'il va falloir qu'on regarde un peu ce qu'il va faire derrière, parce que c'est quand même assez soigné, quoi. C'est quand même d'un point de vue de la réal, ouais, c'est quand même très soigné, même quelques petites idées comme ça, la séquence, à un moment où on se demandait qui aura du sol, on se demandait si c'était filmé par drone ou pas. Séquence. Qui arrive dans le si j'ai trouvé quelques longueurs au niveau du dialogue, j'ai trouvé que par exemple cette séquence là était peut-être aussi un peu longue. Ah ouais, moi j'ai trouvé ça intéressant parce que ça donnait une ambiance, en plus ça rappelle un peu justement des trucs un peu à des trucs qu'ils essayaient, les mecs, dans la quatrième dimension, ou dans les histoires fantastiques produites par Spielberg, où ils essayaient un peu des effets un peu comme ça. T'as un côté un peu steadicam ou chez Kikam pour le coup, chez Sam Raimi, avec ce côté dans je pense à Evil Dead, dans cette séquence-là qui est intéressante. Et oui, c'est vrai que ça fait penser un peu à ça. En soi, je le trouve intéressant, le plan, mais en termes de rythme, en fait, c'est le rythme, moi, qui... Alors après, voilà, est-ce qu'il a voulu donner un rythme qui est aussi un peu le rythme de ces vieux épisodes de série d'époque, où en fait je pense que la quatrième dimension finalement c'était un peu des adaptations à l'image de feuilletons radio, tu vois, parce qu'il y a ce côté là vraiment, tu sais, où on parlait de la version de Orwell, de la guerre des mondes, enfin tu sais, ce côté feuilleton radio, et qui du coup là est raconté en film, puisqu'on parle encore c'est quand même centré autour d'un animateur radio, et un peu de sa, comment on appelle ça, son disciple en fait. Donc est-ce que la longueur, est-ce que c'est une volonté, je pense d'ailleurs, hein, parce que même au tout début, quand on a parlé, les dialogues sont faits d'une manière où ça faisait penser un peu à Tarantino, ces trucs très verbeux où il parle beaucoup, parce qu'il s'arrête pas de parler tout le début, ça parle, alors effectivement ça peut être long des fois, y a un côté et que ça s'attache à des petits détails, qui sont, tu te dis tiens, mais enfin,
quel intérêt? Alors, c'est aussi, je pense, pour construire les personnages et te donner un cadre un peu de cette petite ville où tout le monde se connaît, tous ces trucs-là. Donc ouais, donc c'est pour ça, c'est pas parfait, quoi. Ça peut être bancal sur pas mal de trucs, mais en fait, quand t'arrives à la fin de ce film-là, tu te rends compte que t'as quand même vu un truc qui était intéressant, qui était assez bien joué quand même, avec un rythme certes particulier, mais une ambiance du coup aussi assez particulière par la musique, alors il a ses sons. Autant moi, sur le bien joué, je l'ai trouvé elle très bonne et lui un peu en dessous. Ah, je sais pas, je trouve que son personnage, il est... Il m'a agacé au début en fait. Ouais, mais je crois que mais il est un peu agaçant. Oui, c'est vrai qu'il a fait. Il est un peu agaçant, mais il laisse très... Ouais, je sais pas comment. Mais... Et elle-même est agacée par lui en fait, donc finalement je trouve ça marche. Je pense que c'est un peu fait exprès. Et le mec, en fait, le Billy, moi j'ai trouvé par contre qu'ils ont au téléphone, qui a été témoin de certaines choses et qui dit des choses assez importantes. Enfin, assez importante politiquement, ouais, où il dit que, bon, enfin, je vais pas trop tout dire, mais j'ai trouvé, donc on a que sa voix, et moi j'ai trouvé ce passage-là assez bien, alors peut-être pareil, un petit peu long, mais assez cool, et la manière dont le mec joue, pour moi c'est un des meilleurs par passages téléphone, du film. c'est un des très bons passages du film, et qui met du suspense en plus d'ailleurs, il arrive à mettre du suspense sur des trucs, il y a une scène moi, qui me revient là du coup en parlant, que j'ai trouvé géniale, et qui est pourtant assez longue, mais que je trouve qui marche très très bien. C'est quand, comment elle s'appelle, Faye, qui est donc, elle est opératrice de téléphone, puisqu'on est dans les années 60. 50. Où donc on a encore ces opératrices de téléphone qui changent avec leur jack. Et toute cette scène-là, où elle a des coups de fil, où elle entend le bruit bizarre, son étrange, et du coup, et tout ce jeu, et avec les jacks, avec ce matos en plus de l'époque, tu sais, où je me rendais compte que les trucs étaient sur ressort, tu sais, donc quand tu tires dessus, ça fait hop, ils reprennent leur place dans des emplacements en bas, t'as vu, ils se renroulent, il y a des enrouleurs, et tout ce jeu avec les jacks, où elle sait d'ailleurs avec ses mouvements, elle connaît bien son taf, parce que elle fait ça sans réfléchir et tout, et ce passage et qui du coup est hyper rythmé, mais vraiment quoi, c'est rythmé. Le montage est intéressant, parce qu'il est complètement différent. C'est ça. Et ça, j'ai trouvé ce passage-là hyper intéressant. Parce que, encore une fois, c'est quasiment un plan fixe. Parce que, ouais, il n'y a pas trop d'artifice, c'est un plan fixe, tu vois. C'est un plan séquence avec un zoom très très léger. Exactement, et où tu la vois manipuler ces trucs et tout, et qui te met doucement, qui commence à te faire comprendre qu'il se passe quelque chose, en fait, d'anormal. Et donc voilà, c'est sur plein de petits trucs comme ça où je le trouve assez fort. Donc voilà, ouais, moi c'est alors j'aime pas trop de toute façon ces trucs genre pépites et tout machin, mais si vous avez Prime, je pense qu'il faut aller jeter un coup d'œil, et parce que surtout c'est potentiellement quelqu'un, donc Patterson là, qui peut être intéressant à suivre derrière, parce que c'est un truc qu'il a porté a priori à bout de bras, et faut voir quelqu'un avec un peu plus de budget, avec peut-être est-ce qu'il va, alors pareil, on n'a pas le temps de se renseigner, comme d'habitude on fait ça à chaud, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui kiffe la SF, tu vois. Alors je pense que oui, mais j'ai pas précisé, c'est lui qui a fait le scénario, enfin il est réalisateur et scénariste. Ouais, c'est vraiment son film quoi. Et je me dis que vu comme c'est fait et tout, c'est quelqu'un qui reste dans la SF avec ce genre de point de vue là sur la science-fiction, peut potentiellement dans le futur nous donner des films intéressants. Voilà, Romain. Je vais un peu répéter, hein, ça va être un peu dans le même. Moi je trouvais que sur la forme c'est assez génial en fait. Vraiment, je trouve pour un premier film il y a des trucs assez fous. Enfin, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une manière de travailler le plan séquence où il y a une alternance en fait de plusieurs plans séquences, ce qui permet en plus de développer les dialogues. C'est vrai que ça crée de la longueur. Mais pour moi, ça, je me dis peut-être aussi que tout ça a été voulu, parce que dans l'esprit de ces séries des années 50, dans l'esprit de ce fantastique hyper classique, il y a ce côté-là aussi de vouloir bien ancrer ça dans un réel. Ouais. Je disais tout à l'heure de vouloir vraiment poser cette petite vie américaine, tout le monde se connaît. Je pense que ce temps, il est pris volontairement. Alors, c'est maladroit à terme, mais je pense que la démarche de base, c'est vraiment de te mettre face à cette situation où tu vas t'immerger dans une réalité hyper classique de l'époque. T'immerger dans les relationnels des personnages, c'est de les caractériser avec des choses très très courtes, très simples, parce on connaît pas mal de personnages en fait sans les voir vraiment, mais on les retient. Après, c'est par exemple pour les personnages comme Billy, par exemple, c'est la voix qui va primer sur le reste, la vieille dame qu'on verra un peu plus tard, etc. Donc il y a une galerie de personnages quand même qui est pouvait me poser, et je trouve que c'est super malin en fait sur tous ces trucs là. C'est très généreux, il y a
évidemment tout un contrepoids Spielbergien derrière, c'est évident que pour moi, on en parlera peut-être tout à l'heure de Spielberg, mais pour moi il y a vraiment ce côté-là derrière, de cet amour de la SF, cet amour de ces univers, de ces mythes. D'ailleurs, on parle de mythes au début, donc il y a vraiment tout ce fond-là qui est vachement intéressant, des mythes de l'Amérique des années 50, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient fantastiques, Oui, et avec le lien politique et c'est vrai SF. parce que en fait il y a un truc assez marrant, excuse-moi je te coupe, Et mais oui. et c'est pour abonder dans ton sens, il y a quand même aussi ce dialogue assez marrant au début où on voit que c'est l'Amérique d'avant la Lune, avant pas mal de trucs, et quand elle commence à parler de trucs qu'elle lit dans des Oui. revues de science De ce qu'il y aura plus tard. qui paraissent de la science-fiction pour eux, et donc des trucs qui sont pas arrivés d'ailleurs, notamment, enfin si, parce qu'elle parle de la voiture autonome, Du téléphone portable. et elle parle du téléphone portable, bon il y a son truc des tunnels qui n'existe Oui. pas, mais les deux autres trucs existent vraiment, Bah si, et l'autre se fout un peu de en sa plus, gueule, quoi. le truc des tunnels, ça existe plus. Bah, il y a le tunnel de c'est la Manche, d'ailleurs et- avec le patron. Non, il y a le Mais- patron d'Amazon là, qui. Ah, de faire l'hyperloop, trucs quoi. de- Oui, l'hyperloop, oui, ouais, c'est bien vrai. sûr, c'est vrai. Comme par Mais ça hasard, un existe truc pas, produit ouais, pour c'est vrai. Amazon. C'est vrai. Hein, on est limite dans le C'est pas placement. faux. On est C'est limite pas dans le faux. placement de C'est peut-être produit. comme hein. ça qu'il y a eu son. Ouais, ouais. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça, Mais il y a une remise voilà, en c'est pour perspective te- de la SF en fait, qui est intéressante. Exactement, voilà. Qui est de te dire c'est quoi la SF et c'était quoi la SF à cette Que j'ai trouvé époque-là. marrant. J'ai cru à un moment qu'il allait nous faire un film de rétro SF. Je me dis c'est un Oui. bon concept, c'est-à-dire de te remettre dans une époque comme celle-là et de faire de la SF sur des trucs qui paraissent hallucinants. C'est évident pour Parce toi. qu'on l'a nous maintenant comme internet justement ce genre de truc, et de refaire un film de science-fiction dans cette époque-là. Mais il le fait d'une certaine manière. J'ai trouve posé que les le- droits de cette idée. Oui, mais je trouve que dans une certaine mesure, il le fait en fait, parce que la Ouais. manière dont il traite la technologie. Oui, c'est vrai. Et c'est bizarre parce que de notre côté, en voyant cette technologie, notamment le fonctionnement de la standardiste, je trouve que c'est très intéressant parce que nous, ça me paraît extrêmement éloigné, extrêmement complexe. Là où maintenant, nous, on le fait de manière beaucoup plus simple, mais alors que c'est beaucoup plus complexe en termes d'avancement technologique. Donc je trouve que c'est vachement intéressant de jouer sur ces contrepoids-là en fait. Et je pense qu'il y a, enfin, j'ai l'impression en tout cas, c'est une interprétation peut-être personnelle après, mais je pense qu'il y a vraiment une sorte de jeu, de dialogue sur ce que c'est la science-fiction en fait. Il y a tout un questionnement sur comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait que la science-fiction est la science-fiction, et peut-être que la science-fiction d'avant n'est pas la même que la science-fiction de maintenant, et vice-versa. Donc je trouve que c'est vraiment très très malin. Après, voilà, il y a plein de petits défauts évidents qui je pense sont inhérents au premier film. On disait tout à l'heure, il y a ce côté où j'ai envie de trop d'en mettre d'un seul coup aussi, parce que j'ai envie de mettre tout ce que j'aime. J'ai envie que tout soit parfait, mais à force de vouloir faire trop parfait, bah, t'en mets peut-être un petit peu trop, et tu cherches à te légitimer sur plein de trucs. Mais voilà, autrement, ouais, je trouve que c'est une très belle découverte, et je trouve qu'il y a rarement, en fait, sur les plateformes, on trouve pas forcément beaucoup de films aussi chiadés, aussi bien foutus, en fait, quand tu regardes... je disais hier tout à l'heure, je regardais un film sur Netflix hier, qui est censé être très bien, qui est de perfection au passage, qui était posé comme étant une sorte de pinacle de l'horreur sur Netflix. Tu compares avec ça visuellement, mais pour moi, il n'y a pas photo. Il y a un vrai film de cinéma d'un côté, et de l'autre, il y a une sorte de téléfilm de luxe qui essaie de faire un peu cinéma et qui gère pas très bien le truc, quoi. Parce que là, en plus, t'as une vraie écriture, sincère, honnête. Enfin, c'est beau, quoi. Enfin, je trouve que c'est un très beau film. Puis moi, personnellement, ça fait écho sur moi. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté... tous ces rêves de gosse qui ont été E.T., Rencontre troisième type, que tu trouves un petit peu là-dedans aussi, et qui, moi, me touche vachement. Donc, je trouve que le final, on n'en parlera pas, mais moi, c'est un final que je trouve assez touchant. Et il y a un très travail sur la suggestion de tout ce qui se passe, et l'ambiance, et l'angoisse. La suggestion importe, enfin, que ce soit à la fin ou même tout au long du film, Oui, il y a plein de la place. Enfin, c'est ça que j'aime bien, c'est, je sais plus quand on en parlait, mais de ces cinéastes qui prennent pas le spectateur pour un débile et qui laissent de la place pour son imagination, et que c'est la tendance quand même souvent actuelle à vouloir tout expliquer et à vouloir tout verbaliser ou rationaliser, et qu'en fait, enfin, ça laisse plus de place à l'imaginaire. On en parlait pour Mad Max. Ouais, voilà, on en parlait Mad Max, il laisse beaucoup de place à ça. ça, par exemple, mais le Fury Road. Et du coup, voilà. Après, moi vraiment, il y a quand même ce truc de rythme, moi, qui... J'ai vraiment la sensation d'avoir un matériau qui aurait pu tenir sur qui aurait pu être un moyen métrage, et qui est un gars qui s'est retrouvé avec un contrat pour faire un long métrage alors qu'il avait peut-être le matériau pour... Je pense qu'il manque, enfin, ok, laisser de la place à la suggestion, mais il y a des, je sais pas, des petites... Mais ça peut venir du fait, toi tu disais que je l'aurais bien vu au cinéma, et effectivement je me pose la question, parce que du coup là on l'a regardé dans mon salon, voilà, et d'ailleurs le film est un peu sombre, alors évitez d'avoir une fenêtre ouverte à côté avec un peu trop de soleil, parce que ça se passe de nuit, hein. Est-ce que c'est aussi sombre Donc, que le film sur comment ça s'appelle Han Solo, ouais. Ah, je vois. le film Han Solo où on voit rien.
Et donc je te disais ça parce que Mais est-ce que ça va pas par rapport à ce que tu dis de voir en salle aussi? Est-ce que Bah voilà, un film c'est ça. qui est en salle, Non, ouais. mais Han Solo, Han les retours Han Solo des en gens salle, qui l'ont non, vu en ni en salle, salle, et ni les gens rien. voyaient rien aussi. mais je me dis voilà que les longueurs, ce qu'on a perçu comme des longueurs, peut-être tu sais, quand t'es au cinéma, quand t'es vraiment pris avec le son et tout. Dans le noir. Est-ce qu'il nous aurait paru aussi, enfin voilà, c'est des questions qu'on peut se poser quoi. Est-ce que peut-être les longueurs qu'on peut avoir, parce que là tu peux être en plus un peu distrait par l'environnement, par le lien, enfin même parce que t'es dans un salon, enfin t'as tes potes à côté, c'est pas pareil, t'es pas immergé autant que tu peux l'être dans une salle de ciné. C'est vrai. Et c'est une question à se poser, c'est à se dire si tu le regardes même au casque, tu sais, le soir devant ta téloche, voilà. Bon, alors c'est peut-être une expérience à faire, pas le refaire dans la foulée parce que c'est peut-être, mais peut-être que je le re-regarderai dans une condition peut-être un peu comme ça. Alors peut-être que ça me fera, j'aurai peut-être ces longueurs là, mais on peut se demander quoi. Et je voulais revenir sur un truc quand même parce que je sais pas quel âge il a, Patterson, j'ai pas. Il a la trentaine. Hein, Ouais, il est jeune quoi. En tout cas, il semble avoir la trentaine. On parlait de ça justement, du rythme aussi un peu lent, tout ça. Parce que je reviens là-dessus, mais j'ai l'impression, alors moi j'ai pas connu ça non plus, mais je pense que lui non plus, mais ce côté vraiment feuilleton raconté à la radio quoi. Où je pense que les rythmes, de ce que j'en sais, mais c'est un peu ce qu'on a les livres audio maintenant si tu veux, mais tu sais t'as forcément c'était des façons de parler assez lentes et tout quand on entend un peu des extraits et comme dans les films sur Capone là où il y a des extraits de bah ouais par exemple exactement tout à fait ouais. Et je me demande si c'est pas un hommage aussi à ça, tu vois. Alors je sais pas lui de quelle mesure il a connu ça, ou tu vois, quel rapport il peut avoir avec ça, mais ou s'il l'a fait exprès. Mais ce serait bizarre que ce serait un drôle de hasard que les deux personnages principaux soient des animateurs radio et qu'il y ait ce côté quatrième dimension et ce côté quand même. Mais ça, la SF qu'on voit maintenant est vraiment surcutée avec des rythmes complètement où il faut avancer. Et là, au contraire, je trouve ça, en termes de réaction, je trouve ça intéressant de vouloir prendre son temps. Et puis, pour raconter l'histoire après, c'est vrai, avec les défauts que ça peut avoir peut-être à terme. Mais ouais, c'est une vraie question parce que ouais, j'avais l'impression, parfois, c'est vrai que tu as un dialogue, où tu te dis, bah tiens, parfois c'est con, hein, mais c'est à l'échelle d'une phrase. Parfois, tu te dis, peut-être celle-là, elle est peut-être trop, elle aurait pu. On serait rentré dans ce qu'il fallait en enlevant juste ce point-là, juste cette phrase, juste cette expression, juste cet échange-là. Mais en même temps, je pense qu'en effet, c'est relatif à l'endroit où tu le vois, et je pense qu'immerge dans une salle, c'est très différent aussi. Je pense que c'est un truc qui sera peut-être, je pense, les gens qui se font des études dans le cinéma ou ce genre de truc, c'est ce genre de petits films qui, à mon avis, est intéressant à décrypter quand t'es étudiant, réalisateur, ou ce genre de truc, parce que. Avec son travail du son. Parce que c'est ça, et puis les idées qu'il a de narration et tout, c'est comme. C'est quand même. C'est un bon petit film, quoi. Voilà. Comme on dit, mais dans le bon sens du terme, pas un bon petit film chips. Enfin, tu vois, c'est un bon petit film qui est prometteur, vraiment. Et ce côté, pour revenir sur le côté, quand tu parlais du côté épisode feuilleton radio, bah, le nom de la radio c'est WOTW, World of, enfin en référence à World of the World, et du coup feuilleton radio de Orwell, enfin de Orson Welles. Ouais, c'est Welles. Et c'est vrai qu'on est complètement dans ça, dans ce truc des années 50, des personnes qui se faisaient, enfin, ces histoires de personnes qui disaient cette fée, qui les abductions, bien sûr. Voilà. On passe au reco. Bah ça c'est recommandé déjà. C'est recommandé. The Vast of Night, franchement c'est reco. Si vous avez Prime. Romain, tiens, allez hop. Ah bah non, tu viens de faire. Allez, on va te laisser souffler un peu. Et bah moi, je vais vous recommander, on va rester dans le thème, je vais vous recommander Contact de Robert Zemeckis. Donc que je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu, mais bon, si c'est pas le cas, faut le faire, et puis ça vaut le coup de le revoir. Donc il n'a rien à voir avec Premier Contact, enfin si, qui a un peu à voir, mais avec Premier Contact de Denis Villeneuve. Donc c'est sorti en 97, c'est avec Jodie Foster et Matthew McConaughey. Et James Wood aussi. Et donc voilà, on est un peu dans le même genre de délire, sauf que là c'est plus des gens qui sont dans un institut un peu type le SETI, et qui captent, c'est d'ailleurs carrément même le SETI, en fait, je suis en train de regarder, c'est des chercheuses au SETI, Jodie Foster, et qui captent donc un signal extraterrestre. Voilà, et donc s'ensuit le film, et d'ailleurs du coup, parce que j'ai regardé un peu pour pas dire trop de conneries, c'est tiré d'un roman de Carl Sagan. Donc on est sur du bon, du Carl Sagan, du Robert Zemeckis, de la Jodie Foster. Voilà, Contact, très bon film que je vous conseille, et qui est sur un truc un peu finalement
un peu sur la même base quelque part. Puis qui a une approche très réaliste, un peu comme celui qu'on a vu Et qui a, aujourd'hui, qui a une approche assez réaliste, mais qui est un très très bon film de SF qui reste, enfin pour moi en tout cas, un des tout meilleurs, aux côtés de celui dont je pense va nous parler Romain. Non, c'est pas Romain d'ailleurs, Matt, tout de suite. Oui, alors moi je vais parler de Paul, qui est pour le coup. Donc non, rien à voir. Je pensais que t'as changé de recours. Je vous ai bien eu, hein. Tu niques ma transition. Donc Paul l'extraterrestre en France, qui est sorti en 2011, qui est pour le coup une histoire aussi de rencontre du troisième type entre deux geeks qui partent, qui dans mes souvenirs vont au Comic-Con ou quelque chose comme ça, et qui rencontrent un extraterrestre, et puis ils se retrouvent poursuivis par le FBI. C'est une comédie avec Simon Pegg, c'est très bien. Et Nick Frost. Mais mais sans Edgar Wright. Ouais. Et ça se sent un peu au niveau de la réal. Mais ouais, mais c'est très bien, c'est très drôle. Mais c'est drôle, ouais. Et oui, à la base, je voulais parler de Rencontre du troisième type, oui. mais en même temps, je me suis dit, ouais, je l'ai vu il y a plus de 10 ans. Ouais, mais c'était mon lien avec Contact, tu vois. Ouais, parce que ça fait partie. Du coup, j'avais un peu peur d'en parler. T'as quelques films comme ça qui sont sur les mêmes thèmes, et dont celui-là rentre un peu dedans, qui sont vraiment Rencontre du troisième type. Mais je recommande Contact, Rencontre du troisième type, même si je l'ai pas vu depuis 10 ans. Oui, bien sûr. Alors Romain, vas-y, du coup, je fais plus de transition parce que. Bah moi je vais partir plutôt sur la radio et sur Orson Welles pour le coup, avec l'idée du canular, série audio. Pontypool de Bruce McDonald, qui est un film qui date de 2008, qui est un tout petit film. Alors, il est britannique, je crois, Bruce McDonald. Et alors c'est britannico-canadien, je crois. Et donc ça raconte l'histoire, pareil, ça se passe dans une radio. Alors c'est intéressant parce que le personnage d'animateur de radio est assez proche de celui-ci, dans le côté un petit peu rebelle et tout, sauf que c'est plutôt un vieux briscard. Et donc il a cette vieille radio sous une église, ce qui n'est pas anodin d'ailleurs, il y a plein de choses politiquement extrêmement intéressantes. Et qui va, un matin, il fait la radio du matin avec ses deux comparses, et lui il se fait chier dans sa radio, il s'emmerde profondément, et les nouvelles du matin, il en a ras le cul de les raconter, parce que c'est des nouvelles des petits vieux, du truc, donc ça l'emmerde. Et il a envie de faire de la politique, en fait, continuellement, c'est ça son truc. Et un jour, un matin sombre, c'est en hiver, donc sous la neige, tout, il va recevoir des appels étranges, comme quoi il se passerait dans la ville, dans le village qui est à côté, d'étranges événements impliquant des gens qui semblent être malades et très agressifs, et surtout qui parlent très très étrangement. Et donc c'est une sorte de film... Alors, dont le postulat est une sorte de film d'infecté, en fait, grossièrement, mais l'idée c'est qu'on sait jamais ce qu'il y a à l'extérieur, on ne sait pas si tout ça est un canular, et plutôt que de faire un petit peu comme Orson Welles où c'est le mec à la radio, animateur de radio, qui fait un canular aux gens qui sont à l'extérieur, là c'est l'inverse, c'est l'animateur de radio qui se pose la question si ce qui vient de l'extérieur n'est pas un canular. Et puis il y a toute l'info sur Carpenter aussi, parce que c'est aussi un film d'assaut aussi, où encore une fois on a des gens à l'intérieur d'un truc qui sont obligés de se barricader pour éviter de laisser rentrer quelque chose dont on ne sait pas s'il existe véritablement. Et il y a un travail sur le son de fou, et je pense notamment, ça fait pour moi écho à la séquence de Billy, c'est-à-dire que vous avez un personnage aussi dans le film qui est une sorte de... qui est le mec qui s'occupe de la météo et qui raconte, alors bien sûr tout ça est expliqué au début que c'est une connerie, c'est pour le folklore de la radio, qui parcourt le village avec son hélicoptère et qui regarde tout ce qui se passe autour et qui donne le temps, et qui devient extrêmement attachant, mais on n'entend que sa voix pendant tout le film. Et c'est ça qui est... enfin pendant toute la première partie du film en tout cas, et on a ce même travail que sur le personnage de Billy en fait, et qui peut raconter notamment, dans le personnage de Pontypool, c'est ça, des choses absolument atroces qu'on ne voit pas, mais simplement par le biais du son, les scènes deviennent extrêmement angoissantes et extrêmement glauques et sordides. Et puis bon, au passage, c'est un film aussi qui en termes de... C'est vrai que c'est un film que je diffuse à mes élèves en terminale, parce que je trouve que sur la philosophie du langage, il y a des trucs de fou sur la question du langage. Alors ce serait spoilé d'en dire plus, mais il y a une manière de travailler le virus et ce qu'il peut contaminer qui est, je trouve, assez inédit, que j'avais jamais vu nulle part ailleurs et qui est assez vertigineux, donc... Vous voyez Pontypool de Bruce McDonald, c'est assez dingue. Pontypool. P-O-N-T-Y-P-O-L-L. Qui est le nom d'une ville au Pays de Galles, mais tout le début du film, en fait, intéressant, le générique du film, c'est la voix de cet animateur de radio qui explique Pontypool par les questions de déviation du langage, parce que c'est un film sur le langage, en fait, avant tout, et tout ce que ça apporte du point de vue politique, et la puissance et le pouvoir du langage en politique. Mais c'est génial. On en reparlera peut-être de lui, parce que vous vous souvenez, on avait vu un film passer, alors j'ai oublié le titre, qui était il a refait un film il n'y a pas longtemps. Ouais. Qu'on a peut-être pensé, il faudra que je retrouve, et donc peut-être qu'on se regardera ça, peut-être qu'on aura l'occasion du coup de reparler de ce réalisateur, et si ça vaut le coup. Et en plus, c'est partie de ces réels en plus qui n'ont pas fait grand chose, et donc c'est le seul film d'horreur, Pontypool, et je me souviens plus, enfin bon bref, on verra ça quoi. Très bien. Un dernier mot ? Et bah écoutez, non, on vous invite à
à venir voir un peu les vidéos qu'il y a sur la nouvelle chaîne Synesthésie. On est en train de mettre petit à petit des extraits des lives qu'on a fait pendant le confinement et on se rend compte qu'en fait c'est bien parce que ça fait plein de petits épisodes qui sont intéressants et qui vivent tout seuls quoi. Parce que les lives étaient fleuves quand même. Et les lives étaient fleuves et notamment là on a mis en ligne il n'y a pas longtemps une espèce de mini dossier sur Michael Bay qu'on avait fait à l'occasion de la disponibilité via le cousin américain de Bad Boys for Life qui vient de sortir en VOD et en Blu-ray là il n'y a pas longtemps. Donc ça c'est dispo sur la chaîne et puis bah, moi on vous dis à l'épisode 4 Oui. sur À quoi bientôt. on ne sait pas. Salut. Merci d'avoir écouté. À bientôt. Ah.